Bonjour Paul Bureau, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Vous êtes directeur de l'offre actif numérique donc chez Delubac et compagnie. Bon, le Bitcoin, décidément, qui a du mal à revenir sur son record touché en début d'année. Nous sommes à quelques encablures, allez, à 4-5 000 dollars du plus haut, à peine 108 000 dollars à l'instant. Néanmoins, ça aura quand même été, si on doit regarder dans le rétroviseur, un très bon semestre pour la reine des cryptos. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, le Bitcoin, ce qui est très intéressant à regarder, c'est qu'en fait, précédemment, il y avait une volatilité bien plus importante sur la reine des cryptos, qui en général réagissait très fortement aux annonces politiques internationales, et notamment ce qu'on a pu voir vis-à-vis des initiatives de Trump. Et en fait, il y a deux chiffres qui me marquent beaucoup, moi, depuis ce début d'année. C'est un que sur ce dernier mois, 30% des flux d'achat de Bitcoin ont été réalisés par des institutions et notamment l'ETF de BlackRock. Et en fait, il y a donc une pression à l'achat, une pression à l'accumulation qui fait que lorsque le Bitcoin baisse, lorsqu'il y a une annonce politique qui en général secoue les marchés, avant on avait l'habitude de voir le Bitcoin qui perdait 10% et qui reprenait 8% dans la journée. Là, quand on a pu voir les malheureuses annonces de ces dernières semaines géopolitiques, le Bitcoin a bougé un peu plus que le S&P 500, mais pas tant que ça. Et on a une forte résistance à l'achat qui fait que les institutions accumulent le Bitcoin, mais aussi l'Ether, hein, puisque l'Ether s'est quand même bien défendu ces derniers temps. Et là où, au début de l'année, les ETF Bitcoin, par exemple, et les fonds Bitcoin représentaient 3% de la market cap crypto mondiale, on est autour de 6% maintenant. C'est-à-dire que une proportion de plus en plus grande de ces cryptos sont accumulés par des fonds, des institutions et des sociétés, ce qui fait que ces sociétés qui ont en général tendance à conserver le Bitcoin, eh bien, créent une pression à l'achat qui fait que le cours se défend. Alors, il a du mal à monter, on a pu le voir un petit peu, mais concrètement, si on prend un peu de recul comparé à ce qu'on a pu voir avant, le marché dégringolait à la moindre mauvaise annonce, alors que maintenant, il est bien plus résilient. Et on a aussi pu voir, si je peux permettre un peu ce commentaire, des flux importants sur l'Ether. Et je pense que c'est un point important, hein, où je pense que tous les téléspectateurs connaissent les deux reines des cryptos, le Bitcoin, la réserve de valeur, l'or digital, sur lesquels les entreprises commencent à créer de la trésorerie, notamment on a vu des États aussi se positionner. L'Ether, c'est l'ordinateur mondial. C'est l'ordinateur mondial décentralisé. Et je pense que vous avez pu voir sur BFM Business pas mal de commentaires sur les stablecoins. Les stablecoins qui vous permettent de faciliter les paiements transfrontaliers, mais aussi entre sociétés, entre banques. Eh bien, la majeure partie de ces stablecoins, elles sont des dérivés d'Ether, d'Ethereum. Et donc, pour faire ces transactions, il faut avoir de l'Ether pour payer les transactions. Et donc, on voit une pression à l'achat institutionnel, puisque plus ces stablecoins vont être utilisés, la majeure partie étant encore sur Ethereum, plus il va falloir avoir de l'Ether pour payer ces transactions très rapides. Et donc, ça crée là aussi une pression positive à l'achat, ce qui est reflété par la hausse du cours récente sur les marchés. D'autant plus que pour l'instant, les ETF sur Ether sont quand même assez rares, hein, contrairement aux ETF qui se sont multipliés ces derniers mois sur le Bitcoin. Est-ce que ça peut être un facteur positif pour la crypto ? Oui, oui, on a pu le voir d'ailleurs que BlackRock a accumulé beaucoup d'Ether ces 2 dernières semaines sur son ETF, Ethereum. Et bon, c'est vrai que quand il faut expliquer un ETF, tout le monde connaît, une réserve de valeur, tout le monde connaît, l'ETF Gold, tout le monde connaît. Le Bitcoin, les gens commencent à avoir compris le principe de réserve de valeur. Il n'y en aura jamais que 21 millions, tout le pitch derrière, la facilité, le fait que c'est une blockchain qui n'est jamais buggée depuis 2010. C'est quelque chose de très fort et qui commence à être maîtrisé par le marché. Il est vrai que pour un néophyte, comprendre Ethereum derrière, c'est plus complexe. Mais en fait, quand on voit le nombre de projets institutionnels qui utilisent la blockchain Ether, la plus grande blockchain publique, les flux qu'il y a sur la finance décentralisée sur Ether, c'est l'ordinateur mondial, c'est celui qui va permettre les évolutions dont tout le monde parle depuis des années, mais qui ne sont pas encore là, la tokenisation réelle des actifs à grande ampleur, pourquoi pas les actions tokenisées, sujet qu'on avait abordé sur BFM Business là aussi. Tout ça sera très probablement réalisé sur la blockchain Ethereum, et il faudra donc de l'Ether pour pouvoir actionner tout ça. Et c'est, à mon avis, en tout cas de notre avis chez nous,
pour ceci que les institutions, les sociétés de trading, les brokers et certains grands asset managers accumulent de l'Ethereum en ce moment. Un dernier mot, parce que le temps passe très vite, mais c'est quand même une nouvelle importante. La semaine dernière, vous avez la FHFA qui a annoncé qu'elle était ouverte au fait que des ménages américains puissent aujourd'hui faire un crédit hypothécaire pour acheter un logement en mettant en face leur Bitcoin. C'est quand même une sacrée reconnaissance pour la crypto, pour l'univers, avec bien sûr, on le sait, derrière Donald Trump qui pousse l'ensemble du secteur. Oui, tout à fait. Et en fait, pour ceux qui ont navigué un petit peu dans l'écosystème des cryptos, ce que propose la FHFA, ça s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle un crédit lombard. C'est-à-dire, je vous mets en garantie des actifs et vous me prêtez de l'argent. Ici, il s'agit d'acquérir de l'immobilier. Et c'est un peu un Graal en Europe de réussir à faire ça de façon industrielle, parce qu'il y a énormément de demandes dans le marché pour réussir à faire ça. Et notamment chez Banque de Lubac, nous avons fait des propositions à la Commission européenne et côté État français pour être en mesure de fournir ça avec, par exemple, pourquoi pas le réemploi lors de l'octroi d'un crédit dans un PEA pour financer l'économie réelle. C'est un gros point que les États-Unis avancent, puisque ça permet de faire, si vous y pensez bien, rentrer l'argent de cette économie décentralisée dans la finance réelle et donc booster probablement le marché immobilier américain qui en avait bien besoin. Et il est grand temps, je pense, que l'Europe se mette au pas et puisse avoir des normes qui permettent aux banques d'offrir ce type de financement pour financer l'économie réelle et pourquoi pas, je pense que vous l'avez abordé, par exemple, le secteur de la défense. Par exemple, entre autres. Bon, pour l'instant, on ne connaît pas encore les détails. Reste à voir, est-ce qu'il y aura une décote ou pas par rapport au Bitcoin, par rapport à d'autres classes d'actifs. Ça sera bien sûr des détails qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Paul Bureau, d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'offre actif numérique chez Delubac et compagnie pour faire un point avec vous, comme tous les semaines, sur l'ensemble de cet univers crypto.